Élèves de seconde, bonjour. Dans cette deuxième leçon, nous voyons comment identifier des espèces chimiques par des mesures physiques. Les grandeurs physiques que nous mesurons sont les températures de changement d'état et la masse volumique. À la pression atmosphérique, considérons un peu de glace, c'est-à-dire de l'eau à l'état solide dans un bécher. Laissons la glace se réchauffer tranquillement au contact de l'air ambiant. Bientôt, toute la glace a fondu et le bécher ne contient plus que de l'eau à l'état liquide. Le passage de solide à liquide est appelé fusion. À l'aide du thermomètre et d'un chronomètre, on peut tracer le graphe représentant la température en fonction du temps. On obtient ceci. La température de la glace, initialement à moins 10 degrés, augmente. Tant que la température reste négative, il n'y a que de la glace, un solide, dans le bécher. Mais lorsque la température atteint 0 degré Celsius, la glace commence à fondre, une première goutte d'eau apparaît. Tandis que la fusion de la glace se poursuit, la température reste constante. On observe un palier à 0 degré Celsius. Le bécher contient alors en même temps de l'eau solide et de l'eau liquide. À la fin de la fusion, le dernier morceau de glace disparaît, il n'y a plus dans le bécher que de l'eau liquide dont la température augmente à nouveau. Signalons que l'on observe un palier de température uniquement si l'on fait fondre un corps pur. Reprenons le bécher contenant l'eau liquide et plaçons-le sur une plaque chauffante. Comme précédemment, nous traçons le graphe température en fonction du temps et nous obtenons ceci. Tant que la température reste inférieure à 100 degrés Celsius, il n'y a que de l'eau liquide dans le bécher. La vaporisation commence lorsque la température atteint 100 degrés Celsius et se poursuit à cette température. On observe donc à nouveau un palier alors que le bécher contient en même temps du liquide et du gaz, ce qui est, comme précédemment, une caractéristique du corps pur. Si l'on veut voir la suite de la courbe, c'est un peu plus compliqué. Il faut isoler la vapeur d'eau pour ne pas la mélanger avec l'air et s'assurer que la pression restera égale à la pression atmosphérique en utilisant par exemple ce genre de montage. Mais dans la suite, nous n'étudierons pas le chauffage ou le refroidissement du gaz. Les températures de changement d'état sont spécifiques de chaque corps pur, ce qui permet de l'identifier. Par exemple, si en faisant chauffer un corps, on obtient des paliers de température pour la fusion et la vaporisation, il s'agit d'un corps pur. Et si ces paliers correspondent à 0 et 100 degrés Celsius, il s'agit vraisemblablement d'eau. De même, considérons par exemple 3 autres corps purs. Si, en réchauffant l'un des corps, les températures de changement d'état sont 6 et 81 degrés Celsius, il s'agit vraisemblablement de cyclohexane. Pour des températures moins 39 et 357 degrés Celsius, on identifie le mercure. On peut également refroidir un corps. Les paliers changent de nom. À 2750 degrés Celsius, on identifie du fer bouillant se liquéfiant et à 1535 degrés Celsius, du fer se solidifiant. Disons 2 mots du cas particulier rare où on observe une sublimation à la pression atmosphérique. C'est le cas du dioxyde de carbone qui se sublime à moins 78,5 degrés Celsius. Le CO2 solide est très froid et comme il n'y a pas de liquide qui apparaît lorsqu'il fond, on l'appelle aussi glace sèche. Ces deux qualités de la glace sèche sont très appréciées des marchands de glace qui peuvent ainsi les conserver dans de très bonnes conditions. Comme la température de fusion est spécifique du corps pur, sa mesure peut permettre d'identifier des molécules. Ceci est mis à profit avec le banc Koeffler. Le banc Koeffler sert à mesurer les températures de fusion ou de sublimation de nombreux corps purs organiques. Il faut allumer le banc Koeffler environ 20 minutes avant son utilisation. Le temps que la plaque chauffante atteigne son régime permanent avec une température de 40 degrés Celsius à droite qui augmente vers la gauche jusqu'à 250 degrés Celsius. Un chariot qui peut se mouvoir sur des rails est lui-même muni d'un curseur mobile, et d'un index pivotant. Par exemple, je viens de faire la synthèse de l'acide maléique et je voudrais vérifier mon travail. Ou alors, j'ai trouvé un flacon avec une étiquette complètement déchirée et tachée qui semble indiquer acide maléique. Je peux alors utiliser le banc Koeffler et mesurer la température de fusion pour voir si elle correspond à celle de l'acide maléique. Mais pour cela, je dois d'abord étalonner l'appareil comme nous allons le voir dans un instant.
L'acide maléique, c'est cette molécule. Sa température de fusion est de 131 degrés Celsius et parmi les étalons fournis avec le banc Koeffler, le mieux adapté, le plus proche, est celui qui fond à 140 degrés Celsius. Pour étalonner le banc Koeffler, je prélève un peu de cet étalon qui fond à 140 degrés Celsius et à l'aide d'une spatule, je le dépose sur la plaque chauffante suffisamment à droite pour être sûr que la température y soit inférieure à 140 degrés Celsius. Toujours à l'aide d'une spatule, je pousse pas à pas la substance étalon vers les zones les plus chaudes jusqu'à observer la fusion. Voilà. Je fais alors coulisser le chariot de sorte que l'index sépare exactement les zones du liquide et du solide. L'aiguille du curseur mobile indique 136 degrés Celsius, alors qu'elle devrait indiquer 140 degrés Celsius. Je déplace alors le curseur pour qu'il en soit ainsi, et je verrouille. Le banc Koeffler est étalonné. Le produit restant, que j'ai déposé en surplus, peut éventuellement servir pour une autre mesure en cas de doute. Ici, je n'en ai plus besoin et je nettoie la plaque en balayant vers les zones les moins chaudes avec un coton imbibé d'un peu d'éthanol. Je prélève un peu de produit X que je pense être de l'acide maléique et j'en dépose un peu sur la plaque chauffante suffisamment à droite pour m'assurer que la température soit inférieure à 131 degrés Celsius. Comme précédemment, je déplace pas à pas le solide vers les zones les plus chaudes jusqu'à observer la fusion. Voilà. J'amène l'index pile sur la frontière solide-liquide et je lis 131 degrés Celsius. Comme c'est la température de fusion de l'acide maléique, il y a de fortes chances pour que X soit effectivement de l'acide maléique. Et bien sûr, je n'oublie pas de nettoyer la plaque. Et voilà. On définit la masse volumique ρ d'un corps pur ou d'un mélange homogène par ρ égale m sur v. Dans le système international, la masse s'exprime en kilogrammes, le volume en mètres cubes et donc la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Voici quelques métaux et leur masse volumique. Essayons de déterminer duquel de ces métaux est constitué ce cube d'arête A. Pour cela, mesurons l'arête A à l'aide d'une règle graduée. A égale 2,7 cm. Mesurons également la masse à l'aide d'une balance. M égale 176,4 g. Dans la formule ρ égale m sur v, nous remplaçons v par a cube et nous faisons l'application numérique. Nous mettons la masse en kilogrammes en multipliant 176,4 par 10 puissance moins 3 et l'arête en mètres en multipliant 2,7 par 10 puissance moins 2, sans oublier de mètres au cube. Nous obtenons ρ égale 9,010 puissance 3 kg mètre moins 3, soit environ 9000 kg mètre moins 3. Il s'agit vraisemblablement d'un cube de cuivre. Recommençons avec un autre solide de masse m égale 96,5 g. Cette fois, la forme quelconque ne nous permet pas d'envisager un calcul comme précédemment. Nous pouvons néanmoins mesurer son volume. Pour cela, nous utilisons une éprouvette graduée remplie d'un peu d'eau, par exemple 19 ml, que nous notons VI comme volume initial. Afin d'éviter des éclaboussures à l'extérieur de l'éprouvette, ce qui fausserait les mesures, à l'aide d'une pince, nous introduisons délicatement le solide dans l'eau. Le nouveau volume, le volume final, est VF égale 24 ml. La variation du volume, que l'on note ΔV, est égale au volume final moins le volume initial, soit volume d'eau plus volume de l'objet moins volume d'eau égale volume de l'objet. Je connais donc maintenant le volume de l'objet. 24 moins 19 égale 5 ml. Je peux alors calculer la masse volumique. L'application numérique donne ρ égale 96,5 g fois 10 puissance moins 3 pour exprimer la masse en kilogrammes, divisé par 5 millilitres fois 10 puissance moins 3 pour être en litres fois 10 puissance moins 3 pour être en mètres cubes. On trouve ρ égale 19 300 kg mètre moins 3, il est fort probable que l'objet soit une pépite d'or. Contrairement aux solides, les liquides doivent être contenus dans des récipients. Par exemple, comme ici dans une éprouvette graduée.
Après avoir déterminé la masse de l'éprouvette, 88,3 grammes, on y introduit le liquide, par exemple de l'huile, dont on veut mesurer la masse volumique. On note le volume d'huile, 39 ml, et on pèse l'ensemble éprouvette plus huile, soit 123,4 grammes. La variation de la masse finale moins masse initiale, égale masse éprouvette plus masse d'huile, moins masse éprouvette, est égale à la masse d'huile. L'application numérique donne 35,1 g pour la masse d'huile et 900 kg mètre-3 pour la masse volumique de l'huile. Cette masse volumique est inférieure à celle de l'eau et donc l'huile flotte sur l'eau comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. La leçon est terminée, à bientôt.